Au moment où j'ai appelé pour connaître l'heure du mariage de mon fils Martin, c'est Diana, ma belle-fille, qui m'a soutenu le regard, et d'un sourire glacé, m'a lâché: « Ah, nous nous sommes mariés hier. On n'a invité que des personnes spéciales. » Un seau d'eau froide. Des personnes spéciales. Et moi, celle qui, 3 années durant, a réglé $500 de loyer chaque mois, meublé tout leur intérieur et rempli leur frigo quand ils n'avaient rien, je n'en faisais donc pas partie. Je suis restée figée dans mon salon, le téléphone soudain lourd comme 1000 kilos. Martin fuyait mes yeux, tandis que Diana se vautrait sur le canapé, payée par mes soins. Dans mon placard, la robe rose choisie pour la cérémonie pendait encore, inutile, à côté des chaussures neuves, avec l'illusion de partager le plus beau jour de la vie de mon fils unique. J'avais mis $200 dans cette robe, m'imaginant déjà sur les photos de mariage de Martin, des photos où je n'apparaîtrais jamais. Pendant des semaines, j'avais tout préparé, économisé pour leur offrir $1000 en cadeau, prévenu ma sœur au Mexique, briqué la maison de fond en comble en espérant les voir passer après la cérémonie. Et tout s'est effondré d'un coup, percé par ces 4 mots venimeux: que des gens spéciaux. Martin a fini par lever la tête et, d'une voix récitée, a murmuré: « Maman, c'était une cérémonie intime, minuscule, juste nous deux et les témoins. » Je savais que c'était faux. Les réseaux sociaux m'avaient déjà tout montré. Les parents de Diana posant fièrement près des mariés, ses frères trinquant au champagne, la robe blanche de Diana, partiellement financée avec les $00 que je lui avais donnés le mois précédent pour ses dépenses. J'ai vu tout ça quoi, on m'avait refusé l'accès. Une semaine pile après cette humiliation, Diana a rappelé. Sa voix n'avait plus rien d'assuré, elle sonnait suppliante, presque brisée. « Dulce, le loyer est en retard. Le propriétaire nous met la pression, si on ne paie pas cette semaine, on nous expulse. Tu as oublié le virement ?» Un léger tremblement dans sa voix, comme si tout s'écroulait. Je suis restée muette quelques secondes, le temps de revoir toutes ces courses à la banque faites en urgence, ces projets sacrifiés pour qu'ils aient un toit, ces repas de haricots et de riz pour financer leurs caprices. Et maintenant, après m'avoir écartée du moment le plus important de leur vie, ils osaient m'appeler comme si de rien n'était. « Diana », ai-je répondu d'un calme qui m'a surprise, « je t'avais pourtant précisé que je n'aide que les gens spéciaux. » Le silence qui a suivi était si dense que j'entendais battre mon cœur. Pour la première fois depuis des années, ce n'était pas moi qui tremblais, c'était elle. « Dulce, je ne comprends pas », a-t-elle balbutié. « Nous avons toujours été précieux pour toi. Tu es comme une seconde mère pour moi. » Des mensonges, enveloppés dans cette voix douce qu'elle ne sort que lorsqu'elle veut quelque chose. La même qu'elle avait employée pour me demander de l'argent pour la robe de mariée, la lune de miel, les alliances que j'ai contribué à payer, sans imaginer que je n'assisterais jamais à l'échange. Des années durant, j'ai marché sur des œufs, pesant chaque mot, chaque geste, chaque présent, dans l'espoir d'arracher une miette d'affection à mon propre fils. J'ai été la mère parfaite, la belle-mère complaisante, la pourvoyeuse silencieuse qui ne se plaignait jamais d'être traitée comme si j'étais invisible. Mais cette phrase, « seulement les gens spéciaux », a réveillé en moi quelque chose qui dormait depuis trop longtemps. J'ai calculé mentalement combien d'argent j'ai dépensé pour eux ces 3 dernières années. Entre le loyer, la nourriture, les cadeaux, les urgences et les petites douceurs, plus de $20 000. J'ai retiré $1000 de ma pension, de mes économies, de l'argent que mon défunt mari m'avait laissé pour vivre paisiblement mes vieux jours. Et tout ça pourquoi ? Être traitée comme une étrangère le jour du mariage de mon propre fils. Ce soir-là, après avoir raccroché le téléphone, je me suis assise sur mon lit et j'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de rage, de frustration refoulée, d'années d'humiliation ravalées en silence. J'ai pleuré pour toutes les fois où l'on m'avait fait sentir que mon amour était un fardeau, que ma présence était un obstacle, que mon argent était la seule chose de valeur que j'avais à offrir. J'ai pleuré pour la mère idiote que j'avais été, pour la femme qui s'était perdue en essayant d'être indispensable à ceux qui la considéraient comme jetable. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, quelque chose avait changé en moi. Ce n'était pas seulement la douleur de la trahison, c'était quelque chose de plus profond, de plus froid. Je suis sortie du lit et me suis regardée dans le miroir de la salle de bain. Les mêmes yeux fatigués, les mêmes rides qui racontent des années d'amour données sans rien recevoir en retour. Mais il y avait quelque chose de différent dans mon regard, une dureté que je ne reconnaissais pas, une détermination enfouie sous des années de complaisance. Je suis allée à la cuisine préparer du café, comme chaque matin depuis 40 ans. Mais cette fois, je n'ai pas pensé à appeler Martin pour lui demander comment il s'était réveillé. Je n'ai pas consulté mon téléphone en attendant un message de sa part s'excusant pour l'humiliation de la veille. Pour la première fois depuis longtemps, ma première préoccupation de la journée était moi-même. Je me suis assise à la table où je leur avais si souvent réservé des surprises, où j'avais compté leurs notes de frais, où j'avais pleuré en silence devant leur indifférence. Maintenant,
cette table allait témoigner de quelque chose de complètement différent. J'ai sorti mon chéquier, mes relevés bancaires, et j'ai commencé à calculer. Je voulais voir en chiffres exacts l'ampleur de ma propre stupidité. Loyer mensuel, $500 sur 36 mois, $18 000. Nourriture et courses, environ $200 par mois, plus $7 200. Cadeaux d'anniversaire, de Noël et d'anniversaire, au moins $3 000. Urgencias medicales de Diana, $800. Le prêt auto que je n'ai jamais récupéré, $2 500. La réparation de la climatisation de son appartement, $0. Les meubles du salon, $0,2. 33 400. C'était le chiffre exact de ma générosité. J'ai dilapidé $33 400 que j'avais pris sur l'héritage de mon mari, sur ma retraite, sur les économies que j'avais mises de côté pendant des décennies de travail honnête. Tout cet argent jeté par les fenêtres pour le confort de 2 adultes qui ne pouvaient même pas feindre le respect pour moi. Le téléphone a sonné, et j'ai vu le nom de Martin sur l'écran. Normalement, j'aurais couru répondre, le cœur battant, espérant qu'il finirait par s'excuser, qu'il m'expliquerait que tout cela n'était qu'un malentendu. Mais cette fois, j'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Finalement, la sonnerie s'est arrêtée et j'ai continué à boire mon café comme si de rien n'était. 10 minutes plus tard, la sonnerie a recommencé. Cette fois, c'était Diana. J'ai laissé sonner à nouveau. Puis un SMS de Martin est arrivé. « Maman, réponds au téléphone. On a besoin de te parler de toute urgence. » J'ai effacé le message sans répondre. À 14 heures, j'ai décidé d'aller me promener. Cela faisait des mois que je ne l'avais pas fait sans but précis, sans une course en rapport avec eux. C'était toujours la banque pour faire des virements, le supermarché pour acheter quelque chose, la pharmacie pour les médicaments de Diana. Aujourd'hui, j'ai marché juste parce que j'en avais envie. Je suis passé devant le parc où j'emmenais Martin quand il était enfant. Je me suis souvenu de ce gentil petit garçon qui m'avait serré fort dans ses bras et m'avait dit que j'étais la meilleure maman du monde. À quel moment est-il devenu cet homme qui me traitait comme un distributeur automatique de billets remplis de sentiments? Quand ai-je commencé à confondre amour et argent? Quand ai-je commencé à croire que je devais acheter l'affection de mon fils? À la banque, où j'avais effectué tant de virements automatiques, je me suis arrêté devant la porte. Le gérant, Carlos Mendoza, m'a vu à travers la vitre et m'a fait un signe de la main. Je le connaissais depuis des années. Il avait traité chacun de mes virements à Martin et Diana. Il avait vu mon compte se vider mois après mois pour le remplir avec le leur. Je suis entré et me suis dirigé directement vers son bureau. « Don Carlos », lui ai-je dit, « je dois annuler tous les virements automatiques que j'ai programmés. » Il m'a regardé, surprise. Pendant 3 ans, ces virements avaient été aussi réguliers que l'aube. « Êtes-vous sûr, Doña Dulce ? Il s'est passé quelque chose. » Son inquiétude était sincère, plus sincère que l'intérêt que Martin m'avait porté ces derniers mois. Il se trouve que j'ai finalement ouvert les yeux et répondu « Je veux tout annuler, et je veux aussi des informations sur la protection de mes comptes. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre ait accès à mon argent. » Pendant que Carlos traitait les annulations, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Martín, Diana, Martín, encore. C'était comme s'ils avaient développé un radar pour détecter quand leur source de revenus était en danger. J'ai complètement éteint le téléphone. « Doña Dulce », m'a dit Carlos en me tendant les papiers. « Pardonnez-moi de m'immiscer là où je ne suis pas le bienvenu, mais toutes ces années, je vous ai vue très généreuse avec votre famille. J'espère que vous ne subissez aucune pression pour faire ces changements. » Ces mots m'ont profondément touché. Cet homme, qui me connaissait à peine en dehors des transactions bancaires, se souciait plus sincèrement de mon bien-être que mon propre fils. « Tu ne me mets pas la pression, Don Carlos. » Au contraire, j'ai fini par arrêter de me mettre la pression. En sortant de la banque, je me suis senti étrangement léger, comme si j'avais laissé un poids énorme dans ce bureau. Pour la première fois depuis des années, mon argent m'appartenait entièrement. Je n'avais aucun engagement financier envers des gens qui me voyaient comme une ressource plutôt que comme un être humain. Je suis rentré chez moi en pensant à tout ce que j'avais arrêté de faire pour faire plaisir à Martin et Diana, aux voyages que je ne faisais pas pour économiser pour eux, aux amis que je ne voyais plus parce que j'étais toujours disponible pour leurs urgences, aux loisirs que j'avais abandonnés parce que chaque peso que je dépensais pour moi était un peso de moins pour leurs besoins. En rentrant, j'ai trouvé 3 voitures garées devant ma porte. Celle de Martin, celle de Diana, et une que je ne reconnaissais pas. Il y avait du mouvement à l'intérieur de ma maison par les fenêtres. Mon sang s'est glacé. Ils avaient les clés. Je leur avais donné les clés parce que je leur faisais confiance, parce que je pensais qu'un jour ils prendraient soin de moi comme j'avais pris soin d'eux. J'ai pris une grande inspiration avant d'ouvrir la porte. C'était l'heure de la première vraie confrontation de ma nouvelle vie.
J'ai ouvert ma porte d'entrée et me suis retrouvée face à une scène que je n'oublierai jamais. Martin était assis sur mon canapé, la tête entre les mains. Diana faisait les 100 pas comme une bête en cage, et un homme âgé que je ne connaissais pas était en train de trier des papiers à ma table de salle à manger. Mes papiers, mes documents personnels. Que se passe-t-il ici? Ai-je demandé d'une voix plus forte que prévu. Tous trois m'ont regardé, comme si j'étais l'intrus chez moi. Diana a été la première à parler, et sa voix avait cette urgence désespérée que j'avais entendue au téléphone. Dulce, Dieu merci, tu es arrivé. Il faut qu'on parle. Maître Ramirez est du cabinet d'avocats où nous avons consulté au sujet de ta situation. Ma situation. La question est sortie de ma bouche avec un calme qui m'a surprise. Quelle situation? Je vais parfaitement bien. Martin a finalement levé la tête et m'a regardé avec ses yeux qui avaient été ceux d'un enfant innocent et qui reflétaient maintenant mon regard. Panique financière. Maman, nous sommes allés à la banque et ils nous ont dit que vous aviez annulé tous les virements. Don Carlos nous a expliqué que vous aviez également bloqué notre accès à vos comptes. Nous ne comprenons pas pourquoi vous avez fait ça. M. Ramirez, un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un costume gris et affichant un sourire qui ne m'inspirait pas confiance, s'est approché de moi, la main tendue. Madame Dulce, je suis Fernando Ramirez, avocat en droit de la famille. Vos enfants s'inquiètent pour votre santé mentale et m'ont demandé d'évaluer la situation. Je ne lui ai pas serré la main. Je suis allé directement à ma table de salle à manger et j'ai rassemblé tous les documents qu'elle avait consultés sans ma permission. Ce sont mes papiers privés. Vous n'avez pas le droit de les consulter sans mon autorisation. Maman, a ajouté Martin avec cette voix condescendante qu'il avait perfectionnée ces dernières années. Nous nous inquiétons pour vous. Votre comportement est très étrange ces derniers temps. D'abord, tu nous coupes les vivres sans explication, puis tu ne réponds plus à nos appels. On pense que tu as besoin d'une aide professionnelle. Diana se pencha et essaya de me prendre la main avec cette fausse tendresse qu'elle réservait aux moments difficiles. Dulce, ma chérie, on sait que tu as subi beaucoup de stress. Peut-être que la solitude t'affecte plus que tu ne le penses. C'est normal à votre âge d'avoir des accès de confusion. Le mot « confusion » résonna dans ma tête comme une sonnette d'alarme. Je comprenais maintenant pourquoi ils avaient fait appel à un avocat. Ce n'était pas pour m'aider, mais pour me déclarer mentalement incapable et prendre le contrôle de mes finances. La même femme qui m'avait dit que seules les personnes spéciales étaient invitées à son mariage me traitait maintenant comme une vieille dame sénile. Je ne suis pas confuse, dis-je avec une fermeté qui fit taire tout le monde. Je suis plus lucide que je ne l'ai été depuis des années, et vous allez quitter ma maison immédiatement. Maître Ramirez intervint de ce ton professionnel que les avocats utilisent pour paraître raisonnables. Madame Dulce, je comprends que vous vous sentiez dépassée, mais vos enfants ont le droit d'intervenir s'ils estiment que votre capacité à prendre des décisions financières est compromise. Ils ont recensé plusieurs comportements troublants. Des comportements troublants. Le rire qui jaillit de ma gorge était dur, presque cruel. Comment puis-je décider que mon argent m'appartient? Comment puis-je choisir de ne plus financer la vie de deux adultes qui me traitent comme une ordure? Diana sursauta, comme si je la giflais. On ne t'a jamais maltraité. Tu fais partie de notre famille. Tout ce que tu as nous appartiendra un jour de toute façon. On ne fait qu'accélérer le processus. C'est là que se trouvait la vérité, crue et crue. Tout ce que j'avais leur appartiendrait un jour. Dans leur esprit, j'étais déjà morte, et ils ne faisaient qu'anticiper leur héritage. Peu importait qu'il me reste 70 ans ou 70 jours. Pour eux, je n'étais qu'un compte en banque dont les jambes étaient devenues problématiques. Dehors, dis-je en désignant la porte. Tous les trois, dehors. Martin se leva avec cette expression de colère qu'il affichait quand il n'obtenait pas gain de cause. Maman, on ne peut pas partir comme ça. On a des responsabilités. Le loyer, les mensualités de la voiture, la carte de crédit que tu as co-signée. Tu ne peux pas nous couper les vivres du jour au lendemain. Je ne peux pas. Ma voix s'éleva pour la première fois de toute la conversation. Qui a dit que je ne pouvais pas? Pendant 36 ans, j'ai payé un loyer qui n'était même pas à mon nom. J'ai rempli un réfrigérateur dans une maison où je ne suis pas la bienvenue. J'ai financé une vie qui, de toute évidence, ne me laisse pas de place. Monsieur Ramirez sortit un dossier de sa mallette et le posa sur mon bureau. Madame Dulce, nous avons préparé des documents qui pourraient faciliter cette transition. Une procuration permettrait à Martin et Diana de gérer vos finances plus efficacement. Ce ne serait que temporaire, le temps que vous vous sentiez mieux. J'ai pris le dossier et je l'ai jeté directement à la poubelle sans même l'ouvrir. La seule transition qui se produira ici, ce sera votre départ. Diana s'est mise à pleurer, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de frustration, de rage contenue.
Tu ne peux pas nous faire ça, ma chérie. On comptait sur toi. On a fait des projets grâce à ton soutien. On a acheté des choses. On a pris des engagements financiers parce qu'on savait qu'on pouvait compter sur toi. Des engagements basés sur mon argent, ai-je répondu. Pas sur mon bien-être, ni sur mon bonheur, ni sur ma compagnie, seulement sur mon argent. Et maintenant que j'ai décidé que mon argent était mieux utilisé pour ma propre vie, je suis soudain une vieille femme désemparée qui a besoin d'une surveillance juridique. Martin a essayé de m'approcher, mais j'ai reculé. Il n'était plus le petit garçon qui courait dans mes bras quand il faisait des cauchemars. C'était un homme de 35 ans qui voyait sa mère comme un obstacle entre lui et une vie confortable financée par d'autres. « Maman, on a fait des erreurs », a-t-il dit d'une voix qui se voulait contrite. Le mariage était un malentendu. Diana était nerveuse. J'étais sous pression. On peut arranger ça si tu redeviens raisonnable. Reasonable. Le mot avait un goût amer. Être raisonnable, c'est continuer à payer pour leur vie tout en me traitant comme une étrangère. C'est faire comme si je ne souffrais pas d'être exclue du jour le plus important de la vie de mon enfant unique. Monsieur Ramirez a déposé ses papiers avec l'efficacité de quelqu'un habitué à voir ses demandes rejetées. Sonora Dulce, ça ne s'arrête pas là. Votre famille a des recours juridiques. Si vous prenez vraiment des décisions irrationnelles en raison de problèmes de santé mentale, un juge peut déterminer que vous avez besoin d'une supervision. Ces mots furent comme un coup dur. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple visite familiale manipulatrice, c'était une véritable menace juridique. Il voulait me déclarer incapable de gérer mes propres affaires. Monsieur Ramirez, dis-je en le regardant droit dans les yeux, je vous suggère de vous renseigner avant de menacer une femme de 69 ans qui a géré ses finances impeccablement pendant 40 ans, qui a élevé seule un enfant après être devenue veuve, qui a entretenu un foyer, qui a travaillé jusqu'à une retraite honorable et qui, jusqu'à la semaine dernière, subvenait aux besoins de 2 adultes pleinement capables. Diana cessa de pleurer et me regarda avec une froideur qui révéla enfin son vrai visage. Ça ne va pas durer comme ça, ma chérie. Nous avons des droits et des avocats aussi. Parfait, répondit. Engagez tous les avocats que vous voulez avec votre propre argent, bien sûr, car le mien ne me permet plus de financer vos caprices juridiques. Tous trois se dirigèrent vers la porte avec la dignité blessée de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'entendre dire non. Avant de partir, Martin se tourna vers moi une dernière fois. « Maman, ça va très mal finir pour toi. Tu vas te retrouver seule, sans personne pour s'occuper de toi quand tu en auras vraiment besoin. » Martin, lui dis-je avec une profonde tristesse, mais aussi une clarté cristalline. Je suis déjà seule. La différence, c'est que maintenant, je suis seule par choix, et non par négligence. Lorsque la porte se referma derrière eux, je me retrouvai dans mon salon, plongée dans le plus beau silence que j'avais entendu depuis des années. C'était le silence de la liberté. Cette nuit-là, je ne pus dormir, mais ce n'était ni de tristesse ni de regret. C'était l'adrénaline d'avoir repris le contrôle de ma vie. Je restai éveillée dans mon lit, planifiant mes prochaines actions comme un général se préparant au combat. Si Martin et Diana voulaient se battre, je leur donnerais une guerre, mais une guerre que je mènerais avec intelligence, et non par émotion. À 6 heures du matin, j'étais habillée et prête à partir. Mon premier arrêt fut le cabinet de l'avocat Carlos Herrera, un homme que j'avais rencontré des années auparavant lors de la rédaction du testament de mon mari. Contrairement à monsieur Ramirez que Martin et Diana avaient amené, Carlos avait une réputation irréprochable et était spécialisé dans la protection des droits des personnes âgées. « Doña Dulce », m'a-t-elle dit lorsque je lui ai expliqué la situation, « ce que vos enfants ont tenté hier est plus courant que vous ne le pensez. Cela s'appelle de l'abus financier envers les personnes âgées et c'est un crime fédéral. Le fait qu'ils soient entrés chez vous sans autorisation et aient consulté vos documents privés constitue également une infraction. » Ces paroles m'ont rassurée et alarmée à la fois. Elles m'ont rassurée car elles ont confirmé que je n'étais pas folle, que ce qui s'était passé était véritablement abusif. Elles m'ont alarmée car j'ai réalisé que la situation était plus grave que je ne le pensais. « Nous devons tout documenter », a poursuivi Carlos. « Chaque transfert, chaque cadeau, chaque fois que vous avez subi des pressions financières. Nous allons également modifier votre testament afin de protéger vos biens de toute tentative future de manipulation. » Nous avons passé 3 heures à examiner mes documents financiers. Carlos a sifflé en voyant le montant total, 33 400 $ sur 3 ans. « Doña Dulce, avec cet argent, vous auriez pu vivre confortablement, voyager et profiter de votre retraite. Au lieu de ça, tu as entièrement financé la vie de 2 adultes qui ne te respectaient même pas assez pour t'inviter à leur mariage. » Quand j'ai quitté le bureau de Carlos, il avait un plan bien précis. Premièrement, il changerait tous les fers à cheval de ma maison. Deuxièmement, il installerait un système de sécurité avec caméra pour me protéger des futures visites surprises.
Troisièmement, j'ouvrirai un nouveau compte bancaire dans une autre banque où il n'aurait aucun contact. Et quatrièmement, je commencerai à vivre la vie que j'avais repoussée depuis des années. Mon prochain arrêt était la quincaillerie. Le propriétaire, don Raoul, me connaissait depuis des années car j'y allais toujours acheter des choses pour réparer l'appartement de Martin et Diana. Cette fois, c'était différent. Doña Dulce, qu'est-ce qui vous amène ici aujourd'hui? Une autre urgence chez votre fils. Il m'a demandé avec la familiarité de quelqu'un qui avait été le témoin silencieux de ma générosité gaspillée. Non, don Raoul, cette fois, c'est pour ma propre maison. Je dois remplacer tous les fers à cheval, et je veux qu'ils soient de la meilleure qualité possible. Il m'a regardé avec surprise, mais n'a posé aucune question. Pendant que je choisissais les fers à cheval, son fils, Fabian, est arrivé. Il installait des systèmes de sécurité. C'était la Providence en action. Fabian, lui ai-je dit, j'ai aussi besoin de caméras de sécurité. Le système entier, le prix n'est pas un problème. Alors qu'il préparait tout pour l'installation le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Diana. Elle appelait du téléphone de quelqu'un d'autre parce que j'avais bloqué son numéro après la dispute d'hier. Dulce, c'est Diana. Ne raccroche pas, s'il te plaît. Il faut qu'on parle comme des adultes civilisés. Parle, ai-je dit. Sec, écoute. Je comprends que tu sois contrarié par le mariage. C'était une erreur. Martin et moi avons discuté et nous voulons nous rattraper. Que dirais-tu d'organiser un dîner spécial pour célébrer notre mariage avec toi? On pourrait le faire chez toi, cuisiner ensemble comme avant. La manipulation dans ses mots était si évidente qu'elle m'a presque fait rire. Diana, combindo studio loyer exactamente. Le silence à l'autre bout du fil a confirmé que j'avais tapé dans le mille. Eh bien, ça fait 2 mois, 1000 au total, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle j'appelle Dulce. Tu nous manques vraiment dans nos vies. Est-ce que je te manque ou est-ce que mon argent te manque? Je lui ai demandé directement. Les deux, a-t-il répondu avec une honnêteté qui m'a surprise. Dulce, je ne vais pas te mentir. Oui, nous avons besoin de ton aide financière, mais nous t'aimons aussi. Tu es importante pour nous. Oui, je suis si importante que ça, ai-je dit. Pourquoi n'étais-je pas assez importante pour être à ton mariage? Pourquoi ne suis-je pas assez importante pour recevoir un appel autre que pour demander de l'argent? Quand m'as-tu appelé pour la dernière fois juste pour prendre de mes nouvelles? Encore un silence. Nous connaissions tous les deux la réponse. Jamais. Diana, je vais t'expliquer une chose, rien qu'une fois. Pendant 3 ans, tu m'as traité comme un distributeur automatique de billets. Tu m'as utilisé, ignoré, humilié et finalement insulté de la pire des manières. Maintenant que l'argent est parti, tu découvres soudain que tu aimes moi. Dulce, s'il te plaît. Je ne l'ai pas interrompu. S'il te plaît, ça n'existe pas. Tu as fait ton choix quand tu as décidé que je n'étais pas assez spéciale pour être à ton mariage. Maintenant, je fais le mien. J'ai raccroché et éteint le téléphone. Je ne voulais plus être dérangée pendant ma journée de libération. Cet après-midi-là, je suis allée au salon de beauté où je n'étais pas allée depuis plus d'1 an. J'annulais toujours mes rendez-vous parce que Martin ou Diana avaient un besoin urgent ou parce que l'argent que j'avais mis de côté finissait par être une urgence pour eux. Doña Dulce, m'a-t-elle crié. Cynthia, ma styliste préférée. Quelle surprise. Je pensais qu'elle nous avait oubliés. Elle ne m'avait pas oubliée, Cynthia, elle avait juste oublié que je méritais qu'on prenne soin de moi aussi. J'ai eu droit à un traitement complet, coupe, couleur, manucure, pédicure. Pour la première fois depuis des années, j'ai dépensé de l'argent pour moi sans culpabiliser. Pendant que Cynthia me coiffait, elle m'a dit je lui ai parlé de sa vie, de ses enfants, de ses rêves. C'était réconfortant d'avoir une conversation qui ne tournait pas autour des besoins de Martin et Diana. Vous êtes magnifique, Doña Dulce, m'a-t-elle dit en terminant. Mais plus que ça, vous avez l'air libre. Il s'est passé quelque chose de bien. Oui, Signa. J'ai enfin appris à dire non. En rentrant cet après-midi-là, une voiture était garée devant ma porte que je ne reconnaissais pas. Mon cœur s'est emballé un instant, pensant que Martin et Diana étaient peut-être revenus avec des renforts. Mais en m'approchant, j'ai vu une femme âgée assise sur le perron. Doña Dulce, m'a-t-elle demandé en sortant de la voiture. Oui, c'est moi. Moi. Comment puis-je vous aider? Je suis Renata Vasquez. J'habite à côté. Nous sommes voisines depuis des années, mais nous n'avons jamais eu l'occasion de nous parler. Hier, j'ai entendu des voix très fortes chez vous, et je me suis inquiétée. Tout va bien? Votre sincère inquiétude m'a touchée. Je me suis sentie profondément touchée. Un inconnu s'intéressait davantage à mon bien-être qu'à mon propre fils. Entrez, Dona Renata.
Je vais vous faire du café et vous raconter une histoire incroyable. Pendant que je préparais le café, je lui ai raconté toute la situation. Renata m'a écouté sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps, et quand j'ai terminé mon récit, ses yeux étaient pleins de larmes. Doña Dulce, a-t-elle dit, vous avez bien fait. J'ai vécu la même chose avec ma fille il y a 5 ans. Je pensais aussi qu'il était de mon devoir de financer sa vie d'adulte. Je croyais aussi que si je ne te donnais pas d'argent, tu ne m'aimerais plus. Que s'est-il passé? J'ai coupé les vivres quand j'ai réalisé qu'ils ne m'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Au début, c'était terrible. Ils me menaçaient, me faisaient du chantage émotionnel et essayaient de me culpabiliser, mais au bout de 6 mois, ma fille m'a appelé pour s'excuser sincèrement. Maintenant, nous avons une vraie relation basée sur l'amour, pas sur l'argent. Ces paroles m'ont redonné espoir et m'ont confirmé que j'avais pris la bonne décision. Crois-tu que Martin et Diana comprendront un jour? Peut-être qu'ils comprendront, peut-être pas, répondit-elle honnêtement. Mais ce n'est plus ta responsabilité, Doña Dulce. Ta responsabilité, maintenant, est de vivre ta vie. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 3 ans, je me suis endormie sans me soucier de savoir si Martin et Diana avaient de l'argent pour le loyer, la nourriture, pour leurs caprices. Je me suis endormie en pensant à moi, à mes projets, à mon avenir, et j'ai mieux dormi que depuis des années. Le lendemain, Fabian et Don Raoul sont arrivés. À 8 heures du matin, je suis allée changer les serrures et installer le système de sécurité. Pendant qu'ils travaillaient, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, provenant de numéros inconnus. Diana essayait sans cesse de me joindre depuis différents téléphones, mais j'avais développé une nouvelle aptitude, ignorer complètement les appels qui ne me concernaient pas. Doña Dulce, m'a dit Fabian en installant les caméras, ce système vous apportera une tranquillité d'esprit totale. Vous pouvez voir qui entre chez vous depuis votre téléphone, même en mon absence. Et si quelqu'un entre sans autorisation, une alerte est automatiquement envoyée à la police. L'ironie du sort ne m'a pas échappé. J'installais un système de sécurité pour me protéger de mon propre fils, mais la douleur avait disparu. C'était simplement une mesure pratique pour préserver ma tranquillité retrouvée. Pendant qu'il travaillait, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années, appeler ma sœur Diana au Mexique. Nous avions perdu contact, car à chaque fois que nous parlions, je finissais par leur parler des réussites de Martin et Diana, de l'argent que j'avais dépensé pour eux, de ma fierté de pouvoir les aider. Je réalisais alors que nos conversations étaient devenues des rapports financiers déguisés en nouvelles de famille. C'est adorable, répondit Diana, surprise. Ma sœur, comment vas-tu? On ne s'est pas parlé depuis des mois. Je vais bien, Diana, mieux que bien. En fait, je t'appelle pour te dire que j'ai enfin repris mes esprits. Je lui ai tout raconté depuis le début. Le mariage secret, l'humiliation, la visite chez l'avocat, ma décision de couper les vivres. Diana écoutait en silence, et quand j'ai eu fini sa réponse, à ma grande surprise, j'ai dit « Dulce, ma sœur, il était temps. » À chaque fois qu'on parlait, ça me brisait le cœur de t'entendre te vanter de tout l'argent que tu leur avais donné, comme si l'amour se mesurait en dollars. Je voulais te dire quelque chose, mais je ne savais pas comment. Que voulais-tu me dire? Que Martin ne parlait jamais de toi avec affection quand je le voyais aux réunions de famille. C'était toujours « Ma mère m'a aidé pour ceci » ou « Elle m'a acheté cela », mais elle ne me manque jamais ou je l'aime autant. C'était comme si tu étais un service, pas une personne. Ces mots étaient blessants, mais c'était une douleur nécessaire, comme quand le médecin nettoie une plaie infectée. C'est douloureux, mais cela fait partie de la guérison. Savez-vous ce qui a également retenu mon attention? Continua Diana. Diana parlait toujours de vous au futur. Quand Dulce sera partie, nous pourrons rénover sa maison ou, quand nous hériterons, nous investirons dans l'entreprise. Comme s'ils attendaient votre mort pour pouvoir enfin commencer à vivre. Cette révélation m'a frappée comme un seau d'eau froide. Ils ne me voyaient pas seulement comme un distributeur automatique, mais comme un obstacle temporaire entre eux et leur argent. Pendant que je faisais tout mon possible pour les rendre heureux, ils planifiaient leur avenir sans moi. Après avoir raccroché avec Diana, je me suis assise dans ma cuisine à assimiler toutes ces informations. 45 ans de mariage avec un homme qui m'aimait sincèrement. 35 ans d'éducation d'un enfant seul après être devenue veuve. Et 3 ans à financer 2 adultes qui me voyaient comme une nuisance financière. La sonnette a retenti, et j'ai vu sur les nouvelles caméras que c'était Renata, une tasse à la main. J'ai ouvert la porte et elle m'a tendu du café fraîchement infusé. Un café. J'ai pensé que tu aurais besoin de compagnie après tout ce que tu m'as dit hier, dit-elle avec ce sourire sincère que j'avais commencé à apprécier. Nous nous sommes assises dans mon salon, et Renata m'a raconté plus en détail sa propre expérience. Ma fille m'a dit exactement ce que Diana te dit. Tu es comme une seconde mère pour moi. Nous sommes spéciales pour toi. Un jour,
Tout sera à nous de toute façon. Ce sont des phrases apprises, Doña Dulce, on les apprend dans le manuel de manipulation émotionnelle. Tu crois qu'un tel manuel existe? Lui ai-je demandé en plaisantant à moitié. Pas officiellement, mais on dirait que tout le monde lit le même livre. Chapitre 1, fais-la se sentir indispensable. Chapitre 2, crée des urgences financières constantes. Chapitre 3, si elle résiste, remet en question sa santé mentale. Nous avons ri, mais c'était un rire amer. C'était à la fois drôle et tragique de reconnaître des schémas aussi prévisibles dans le comportement de nos propres enfants. Renata s'est sentie coupable d'avoir coupé les vivres. Tous les jours pendant les 3 premiers mois, elle m'a répondu honnêtement, mais ensuite j'ai commencé à voir le résultat. Ma fille a dû trouver un deuxième emploi. Son mari a arrêté de jouer au golf tous les week-ends et s'est mis à chercher du travail supplémentaire. Ils ont appris à vivre selon leurs moyens et, surtout, ils ont compris que j'étais une personne, pas une ressource. Cet après-midi-là, j'ai décidé de faire quelque chose que je repoussais depuis des années, aller sur la tombe de mon mari. Je trouvais toujours des excuses pour ne pas y aller, car Martin ou Diana avaient besoin de quelque chose, ou parce que le taxi serait mieux dépensé pour une de leurs urgences. Le cimetière était paisible et magnifique. La tombe de Roberto semblait un peu négligée, car je ne l'avais pas nettoyée depuis des mois. Je me suis assise dans l'herbe près de sa pierre tombale et je lui ai parlé comme s'il était vivant. Roberto, mon amour, je crois que je me suis perdue un moment. Après ton départ, j'ai mis toute mon énergie pour Martin. Je voulais être la meilleure mère du monde, l'imaginer grandir sans père, mais je crois que ce faisant, j'ai oublié d'être moi-même. Le vent soufflait doucement, et pendant un instant, j'ai eu l'impression qu'il m'écoutait. Notre fils est devenu quelqu'un que je ne reconnais plus. Ou peut-être qu'il a toujours été comme ça, et je ne voulais pas le voir. Sa femme est bien. Tu sais déjà comment elle est. L'argent que tu m'as laissé pour que je puisse vivre en paix, je l'ai dépensé pour les soutenir. Mais plus maintenant, mon amour. J'ai appris. J'ai nettoyé sa tombe, remplacé les fleurs fanées par des nouvelles, et je suis restée là 1 heure de plus, savourant simplement le calme. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas pressée de rentrer pour régler une crise impliquant Martin et Diana. À mon retour, 3 voitures étaient à nouveau garées devant ma porte. Mon cœur s'est emballé, mais cette fois, j'étais préparée. Les caméras m'ont montré que c'était Martin, Diana et 2 autres personnes que je ne reconnaissais pas. Ils semblaient tous agités, discutant entre eux et pointant ma maison du doigt. Je ne suis pas sortie de la voiture. Au lieu de cela, j'ai appelé Carlos, mon avocat. Carlos, ils sont encore chez moi. Cette fois, ils ont amené d'autres personnes. Que dois-je faire? Ne sortez pas de la voiture, Doña Dulce. Je vais immédiatement appeler la police. Après notre conversation d'hier, j'ai demandé une ordonnance de protection temporaire. Ils ne peuvent pas entrer sur sa propriété. 15 minutes plus tard, Carlos et 2 voitures de police sont arrivées. J'ai vu les policiers parler à Martin et Diana, mon fils gesticuler furieusement et Diana pleurer à nouveau, mais cette fois, ses larmes ne m'ont pas affectée. L'un des policiers s'est approché de ma voiture. « Madame, vous pouvez partir en toute sécurité. Vos visites sont terminées immédiatement. » Quand je suis sortie de la voiture, Martin m'a crié dessus depuis la rue. « Maman, c'est ridicule. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas appeler la police pour ton propre fils. » Martin. Ai-je répondu avec un calme qui m'a surprise. Une famille ne menace pas de poursuite pour incapacité mentale. Une famille n'entre pas chez les autres sans permission. Une famille ne traite pas sa mère comme un distributeur automatique de billets. A crié Diana de l'autre côté de la rue. Vous allez nous payer tout ce que vous nous devez. Nous avons des factures que vous avez co-signées. Vous ne pouvez pas nous abandonner comme ça. Carlos intervint. Madame Diana, toute communication future doit passer par mon cabinet, et je vous suggère de consulter un avocat avant de proférer des menaces de recouvrement, car ma cliente possède la documentation complète de tous les paiements qu'elle a effectués volontairement pendant 3 ans. Je les ai vus partir en voiture, vaincus mais pas abandonnés. Je savais que ce n'était pas fini, mais pour la première fois dans cette situation, je me sentais en confiance. J'avais l'aide d'un professionnel, le soutien émotionnel de Renata et, surtout, j'avais une vision claire de ce qui était bien et de ce qui était mal. Ce soir-là, Renata m'a invité à dîner chez elle. J'ai rencontré sa fille, qui était venue lui rendre visite, et j'ai vu de mes propres yeux à quoi ressemblait une relation familiale saine. Elles se parlaient respectueusement, s'informaient sincèrement de leur vie respective et riaient ensemble. La fille ne m'a pas demandé d'argent une seule fois de toute la soirée. C'est ce que je voulais avec Martin, ai-je avoué à Renata lorsque sa fille est partie. Et peut-être qu'un jour il le fera, a-t-elle répondu. Mais il doit d'abord apprendre que tu es une personne qui mérite le respect,
pas seulement une source de revenus. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis endormie pleine d'espoir pour l'avenir. Les jours suivants furent étrangement paisibles. Les caméras de surveillance me montraient Martin et Diana passant devant chez moi plusieurs fois par jour, parfois lentement, parfois se garant quelques minutes, mais sans jamais sortir. On aurait dit qu'ils scrutaient ma routine, guettant le moment idéal pour leur prochain passage. Carlos m'avait conseillé de documenter chacune de ces visites. J'ai donc tenu un journal détaillé avec les dates et les heures. Leur persévérance jouera en notre faveur, m'avait-il dit. Chaque fois qu'ils se présentent après que nous leur ayons interdit de s'approcher, cela renforce notre demande d'injonction d'éloignement permanente. Vendredi matin, je prenais tranquillement mon petit déjeuner lorsque la sonnette retentit. Les caméras me montraient une jeune femme bien habillée, un dossier à la main et un sourire professionnel. Je ne la reconnaissais pas, mais quelque chose dans sa posture me disait qu'il ne s'agissait pas d'une visite de courtoisie. « Bonjour, Madame Dulce », dit-elle lorsque j'ouvris la porte. « Je suis enquêteuse sociale au département des services aux personnes âgées. Nous avons reçu un signalement indiquant que vous pourriez être en danger et nous devons procéder à une évaluation de votre situation sociale. » Mon sang s'est enflammé. Martin et Diana avaient aggravé la situation. Il ne s'agissait plus seulement de menaces d'avocats privés. Ils impliquaient désormais le gouvernement. « Puis-je voir votre pièce d'identité ?» ai-je demandé en essayant de garder mon calme. Bien sûr, elle m'a montré une pièce d'identité officielle qui semblait valide. « Je suis Raquel Mendez, assistante sociale. Puis-je entrer pour vous parler ?» Je l'ai laissée entrer, sachant que refuser aurait aggravé mon cas. Raquel s'est assise dans mon salon et a sorti un formulaire de son dossier. « Madame Dulce, nous avons reçu des rapports indiquant que vous avez connu des changements importants dans votre comportement financier, que vous avez coupé les communications avec votre famille et que vous avez montré des signes de paranoïa en installant des systèmes de sécurité inutiles. Nous avons également été informés que vous avez refusé l'aide médicale et juridique de vos proches. » Chaque mot avait été soigneusement choisi pour me faire passer pour une vieille dame déséquilibrée. J'ai reconnu la main de Diana dans la formulation. Elle avait toujours été douée pour manipuler les mots pour obtenir ce qu'elle voulait. « Mademoiselle Raquel », ai-je dit avec toute la dignité dont j'étais capable. « Je voudrais appeler mon avocat avant de répondre à des questions. »« Madame, ce n'est pas un interrogatoire judiciaire, c'est une évaluation sociale. Si vous n'avez rien à cacher, vous ne devriez pas avoir de problème à me parler. » L'expression « si vous n'avez rien à cacher » m'a mise en colère. C'était la même logique que celle utilisée par les agresseurs pour justifier leurs intrusions. Si vous êtes innocente, vous ne devriez pas vous plaindre de la violation de votre vie privée. Mademoiselle, je vais appeler mon avocat. Vous pouvez attendre ici ou revenir un autre jour, mais je ne répondrai pas aux questions sans la présence d'un avocat. J'ai appelé Carlos, et il est arrivé dans les 20 minutes. Lorsqu'il est entré et a vu l'assistante sociale, son expression se durcit. « Mademoiselle Mendez », dit-il après avoir vérifié sa pièce d'identité, « j'espère que vous avez une ordonnance du tribunal pour être ici, car ma cliente est sous ma représentation légale, et toute évaluation non autorisée constitue du harcèlement. » « Monsieur », répondit Raquel avec moins d'assurance qu'auparavant. « Nous avons des rapports de famille préoccupés par le bien-être de la dame. Il est de notre devoir d'enquêter. »« Quelle famille ?» demanda Carlos. « La même famille qui a tenté de lui faire signer une procuration sans représentation. La même famille qui est entrée chez elle sans autorisation et a examiné ses documents privés. La même famille qui l'a exclue d'événements importants tout en vivant au crochet de son argent. » Carlos sortit un dossier de sa mallette et le posa sur la table. « J'ai ici la documentation complète des abus financiers et émotionnels envers ma cliente. 33 400 $ détournés de ses comptes en 3 ans. Exclusion sociale systématique et chantage affectif. Si quelqu'un doit faire l'objet d'une enquête ici, ce n'est pas ma cliente. » Raquel examina les documents avec un malaise croissant. Il était évident que les informations qui lui avaient été données ne correspondaient pas à la réalité. « Madame Dulce, » m'a-t-elle finalement dit, « peux-tu m'expliquer pourquoi tu as décidé de couper les vivres à ton fils si brutalement ? » « Parce que j'ai découvert qu'on me manipulait. » J'ai répondu simplement parce que je réalisais que pour eux, je n'étais pas une mère, j'étais un compte en banque, parce que j'en avais assez de financer la vie de gens qui me voyaient comme un obstacle. « Mais ne considérez-vous pas qu'il est de votre responsabilité d'aider votre famille ? » La question m'a indignée. « Mademoiselle Raquel, ma responsabilité de mère était d'élever mon fils jusqu'à ses 18 ans, de l'instruire et de lui donner les outils pour devenir un adulte indépendant. Mon fils a 35 ans, il est marié et tout à fait capable de subvenir à ses besoins. Financer sa vie d'adulte ne m'appartient pas, c'est mon choix, et j'ai choisi d'arrêter. » Carlos a ajouté,
Mademoiselle Mendez, considérez-vous comme une situation normale un adulte de 35 ans incapable de payer son loyer sans l'aide de sa mère de 69 ans? Raquel n'a pas répondu immédiatement. Je voyais bien qu'elle reconsidérait la situation. Sonora Dulce, m'a-t-elle demandé au bout d'un moment. Gérez-vous vos finances? Complètement. Je peux vous montrer mes relevés bancaires, mes placements, mes impôts. Tout est à jour et en règle. Elle vit de façon indépendante. Comme vous pouvez le constater, je maintiens ma maison propre, je prends soin de moi physiquement, je conduis mon propre véhicule et j'entretiens des relations sociales saines avec mes voisins. Elle prend des médicaments. Uniquement des vitamines et des compléments alimentaires. Elle ne souffre d'aucun problème médical nécessitant des médicaments. Carlos a ajouté, ma cliente vient de subir des examens médicaux complets dans le cadre de notre procédure judiciaire. Elle est en parfaite santé mentale et physique. Raquel a refermé son dossier et a soupiré. Madame Dulce, d'après cette conversation et les documents que j'ai examinés, je ne vois aucune preuve que vous soyez en danger ou que vous ayez besoin d'une intervention. Je clôture cette affaire. Après son départ, Carlos et moi sommes restés silencieux quelques minutes. Dulce, m'a-t-il finalement dit, ça ne va faire qu'empirer. Martin et Diana ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas récupéré leur argent. Il faut se préparer pour la suite. Cet après-midi-là, en repensant à la visite de l'assistante sociale, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne me sentais plus victime. Je me sentais comme une femme qui avait pris sa vie en main et qui était prête à la défendre. J'ai appelé Diana pour lui raconter ce qui s'était passé. Dulce, ma sœur, m'a-t-elle dit après avoir tout entendu. Sais-tu ce qui m'impressionne le plus dans cette histoire? Ce n'est pas à quel point Martin et Diana se sont mal comportés, c'est à quel point tu es devenue forte. Ces mots m'ont profondément touchée. Elle avait raison. Il y a un mois, la visite d'une assistante sociale m'aurait anéantie. Elle m'aurait fait douter de moi-même. Elle m'aurait fait envisager de refinancer Martin et Diana juste pour éviter les ennuis, mais maintenant, j'étais ferme dans mes décisions. Voilà. Ce soir-là, Renata est venue me rendre visite avec une bouteille de vin. Doña Dulce, je veux fêter ça avec toi. Fêter qu'aujourd'hui tu aies résisté à une nouvelle attaque contre ta liberté et que tu en sois sortie victorieuse. Chaque fois que tu tiens bon, tu deviens plus forte. Nous avons trinqué à ma nouvelle force, à ma nouvelle vie, à la liberté que j'attendais sans le savoir depuis des années. Renata, ai-je dit en sirotant notre vin, crois-tu que je cesserai un jour de regretter le Martin que j'étais enfant? Probablement pas, a-t-elle répondu honnêtement. Mais tu vas cesser de laisser cette nostalgie te retenir prisonnière du Martin qu'il est aujourd'hui. Ces mots étaient empreints d'une profonde sagesse. Je pouvais aimer l'enfant que mon fils avait été sans permettre à l'adulte violent qu'il était devenu de continuer à me faire du mal. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sachant que chaque jour je devenais plus forte, plus indépendante, plus libre. Martin et Diana pouvaient continuer à essayer de me manipuler, de me faire chanter ou de m'effrayer, mais ils avaient déjà perdu leur pouvoir. Sur moi. Ma nouvelle vie ne faisait que commencer. 2 semaines passèrent sans nouvelles de Martin et Diana, et je commençais à croire qu'ils avaient peut-être accepté la réalité. Mais un mardi matin, alors que j'arrosais les plantes de mon jardin, j'ai vu une voiture inconnue s'arrêter devant chez moi. Un homme d'un certain âge en costume et une jeune femme portant des dossiers en sont sortis. Mon cœur s'est emballé, non plus par la peur, mais par l'indignation. Combien de fois allait-il encore tenter cela? L'homme s'est approché de ma porte avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Madame Dulce Martinez, je suis le docteur Ricardo Vega, psychiatre gériatrique. Voici mon assistante, Patricia. Votre famille nous a engagés pour évaluer votre état mental. Je n'ai pas besoin d'une évaluation psychiatrique, leur ai-je dit, debout dans mon jardin sans m'approcher. Et vous entrez sans autorisation sur une propriété privée. Madame, a insisté le docteur Vega, votre fils est très inquiet pour vous. Elle dit avoir connu des changements de personnalité radicaux, des comportements irrationnels avec l'argent et des accès de paranoïa. Une simple évaluation pourrait dissiper tous ces soucis. Maître Patricia a ajouté d'une voix mielleuse. Ce n'est qu'une conversation, Madame Dulce. Si vous allez bien, comme vous le dites, l'évaluation le confirmera et votre famille aura l'esprit tranquille. J'ai immédiatement reconnu la tactique. C'était la même que celle utilisée par Diana. Si vous n'avez rien à cacher, vous ne devriez pas avoir de problème. Mais je n'étais plus la même femme naïve qu'il y a un mois. Docteur Vega, lui ai-je dit d'un ton autoritaire. J'ai 69 ans et j'ai géré mes affaires de manière indépendante toute ma vie d'adulte. Je ne vais pas me soumettre à des évaluations psychiatriques parce que mon fils n'apprécie pas que j'ai arrêté de financer sa vie. Madame, nous comprenons votre résistance,
dit Patricia de ce ton condescendant qu'elles utilisent avec les jeunes enfants. Mais cette évaluation est pour votre bien. Mon bien. Un rire amer m'échappa. Vous savez ce qui était pour mon bien? Arrêter de payer le loyer à 2 adultes qui me traitaient comme une moins que rien? Vous savez ce qui était aussi pour mon bien? Installer des caméras pour me protéger des entrées de ma famille chez moi sans autorisation. Juste à ce moment-là, Carlos arriva en voiture. En le voyant, le docteur Vega et Patricia échangèrent un regard gêné. Docteur Vega, dit Carlos en sortant, j'espère que vous avez une ordonnance du tribunal pour être ici, sinon vous violez l'ordonnance restrictive que nous avons contre la famille de mon client. Nous ne sommes pas une famille, répondit le médecin sur la défensive. Nous sommes des professionnels de la santé mentale, embauchés par des membres inquiets de la famille. Engagés par des membres de la famille qui ont reçu l'ordre de rester loin de mon client, Carlos a répondu, ce que vous faites s'appelle du harcèlement par procuration, et c'est tout aussi illégal. Carlos a sorti son téléphone et a appelé la police. Monsieur l'agent, j'ai besoin que vous veniez expulser 2 personnes de la propriété de mon client. Elles violent une ordonnance restrictive. Pendant que nous attendions la police, le docteur Vega a tenté de justifier sa présence. Madame Dulce, votre fils nous a montré des preuves troublantes. Factures médicales impayées, accumulation de médicaments, comportement erratique avec l'argent. Docteur, je vous ai interrompu. Mon fils vous a menti. Je n'ai pas de factures médicales impayées, car je ne suis pas malade. Je n'ai pas d'accumulation de médicaments car je ne les prends pas, et mon comportement avec l'argent est parfaitement rationnel. J'ai arrêté de donner à ceux qui me maltraitaient. Mais madame, a insisté Patricia, votre famille dit que vous avez menacé de les déshériter complètement, que vous avez modifié votre testament sans consulter personne. Bien sûr que j'ai modifié mon testament. Ma voix s'éleva pour la première fois de toute la conversation. Pourquoi léguerais-je mon héritage à des gens qui m'excluent des moments importants de leur vie? Pourquoi récompenserais-je leurs abus par de l'argent? 2 voitures de police arrivèrent et l'agent Johnson, qui connaissait la situation pour ses précédentes visites, s'approcha du docteur Vega. Docteur, je vous demande de quitter cette propriété immédiatement. Cette femme bénéficie d'une ordonnance de protection en vigueur. Agent, nous sommes des professionnels de santé. Nous ne violons aucune loi. Si c'est le cas, intervint Carlos. Vous êtes ici en tant que représentant de personnes à qui il est interdit d'approcher ma cliente. C'est du harcèlement indirect. Le docteur Vega et Patricia partirent en ronchonnant, mais avant de monter dans leur voiture, Patricia me cria, « Madame Dulce, votre famille ne veut que vous aider. Ne les laissez pas vous isoler de ceux qui vous aiment. Ceux qui m'aiment n'essaient pas de me déclarer folle pour me voler mon argent. » ai-je crié. Après leur départ, Carlos et moi étions assis dans mon salon à réfléchir à la suite. Dulce, la situation a dérapé. Martin et Diana dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas pour engager des professionnels afin de la faire déclarer inapte. Cela signifie qu'ils sont désespérés. Que peuvent-ils faire d'autre? Ils peuvent intenter un procès pour incapacité. C'est coûteux et difficile à gagner. Mais s'ils parviennent à obtenir un juge compréhensif et un psychiatre disposé à témoigner en leur faveur, ils pourraient peut-être obtenir la désignation d'un tuteur. L'idée me terrifiait. Ils pourraient me prendre le contrôle de mon argent. Ils pourraient essayer. Mais nous avons des preuves solides que tu es parfaitement saine d'esprit et qu'ils sont motivés par l'appât du gain, et non par une réelle préoccupation. Cet après-midi-là, j'ai appelé Diana pour me confisquer la situation. Ma sœur, m'a-t-elle dit après avoir entendu mon histoire, te rends-tu compte jusqu'où ils sont prêts à aller pour de l'argent? Ils mettent en péril leur relation familiale, dépensent de l'argent en avocats et en médecins, détruisent leur propre réputation, tout cela pour récupérer l'accès à ton compte en banque. Ces paroles m'ont laissé perplexe. Martin et Diana avaient révélé leur vrai visage. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Aucune possibilité de véritable réconciliation. Pour eux, je n'avais jamais été une mère ou une belle-mère respectée. J'avais toujours été juste de l'argent sur des jambes. Cette révélation, bien que douloureuse, était aussi libératrice. Je n'avais plus à me demander si je prenais la bonne décision. Je n'avais plus à me sentir coupable de me protéger. Eux-mêmes avaient prouvé que mon bien-être émotionnel et physique comptait moins pour eux que mon argent. Ce soir-là, Renata est venue me rendre visite avec une surprise. Elle avait invité son groupe d'amis du club de jardinage. Dulce m'a presentée. Voici mes amis Signa, que tu connais déjà du salon, Maria Elena, Carmen et Esperanza. Nous avons toutes vécu des situations similaires avec des membres de ma famille violents. Nous avons passé la soirée à échanger des anecdotes. Maria Elena avait dû fixer des limites avec un frère, qui lui empruntait constamment de l'argent.
Carmen avait coupé les ponts avec une fille qui ne lui rendait visite que lorsqu'elle avait besoin d'argent. Esperanza avait dû modifier son testament après avoir découvert que ses petits-enfants la considéraient comme leur plan de retraite. Ce qui me fait le plus mal, je l'ai avoué, ce n'est pas de perdre l'argent que je leur ai donné, c'est de réaliser que je n'ai jamais eu l'amour que je croyais avoir. Dulce, m'a dit Esperanza avec la sagesse de ses 80 ans. Le véritable amour ne s'achète ni ne se vend. S'il fallait le payer, il n'était jamais réel. Ces mots ont été comme un baume sur mon âme blessée. Elle avait raison. J'achetais de l'attention, pas de l'amour. J'avais financé une illusion. Vous savez ce que j'ai découvert? J'ai dit à mes nouveaux amis que la solitude d'être entouré de gens qui ne vous aiment pas est pire que celle d'être seul. Au moins, maintenant, quand je suis seule, je suis en bonne compagnie. Tout le monde a ri et nous avons trinqué à notre nouvelle sagesse. Ce soir-là, après le départ de mes nouveaux amis, je me suis assis dans mon jardin, réfléchissant. Les étoiles brillaient plus fort que jamais, ou peut-être les voyais-je avec plus de clarté. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais complètement seule financièrement. Je n'avais personne à charge, aucune responsabilité financière envers qui que ce soit d'autre que moi-même. Et au lieu de m'effrayer, cette réalité m'excitait. Je pouvais voyager si je le voulais, rénover ma maison, m'acheter de beaux vêtements, faire des dons à des œuvres caritatives qui me tenaient à cœur, investir dans mon avenir au lieu de financer le présent de personnes ingrates. La liberté a retrouvé son espoir, et pour la première fois depuis des années, j'ai eu envie de planifier mon avenir. Un mois après la visite du psychiatre, je pensais avoir enfin gagné la guerre. J'avais pris une belle routine. Je prenais un petit déjeuner tranquille en lisant le journal. Je m'occupais de mon jardin, je déjeunais avec Renata ou l'un de mes nouveaux amis, et l'après-midi, je me consacrais à des activités que j'avais négligées pendant des années. J'avais repris la peinture, une passion qui m'avait passionnée avant de devenir le financier personnel de Martin et Diana. Mais un jeudi matin, alors que je peignais des fleurs sur mon nouveau chevalet, Carlos est arrivé chez moi, l'air sombre, ce qui m'a glacé le sang. Il faut qu'on parle. Martin et Diana ont déposé une plainte officielle pour incapacité mentale auprès du tribunal des affaires familiales. Ils demandent qu'un tuteur légal soit désigné pour toi. Ces mots m'ont frappé comme une pierre. Je savais que c'était une possibilité, mais l'entendre à voix haute l'a rendu terriblement réel. Cela signifie qu'ils peuvent me confisquer mon argent. Si un juge décide que tu n'as pas la capacité de gérer tes affaires, il pourrait nommer Martin comme tuteur légal, lui donnant ainsi le contrôle total de tes finances. J'étais lourdement assise sur mon canapé, ressentant le poids de la trahison la plus profonde que j'ai jamais vécue. Mon propre fils essayait de me déclarer légalement incapable de me voler mon argent. Carlos, quelles preuves pourraient-ils avoir? Tu as constaté par toi-même que je suis parfaitement saine d'esprit. Ils ont les déclarations de 3 témoins qui affirment avoir vu ton comportement erratique. Ils ont également présenté des factures médicales que tu n'aurais pas payées, et des médicaments que tu accumulerais soi-disant sans les prendre. Mais c'est un mensonge. Je n'ai pas de factures médicales impayées, ni de médicaments accumulés. Je le sais, Dulce, mais ils ont fabriqué des preuves convaincantes. Ils ont aussi la déclaration du docteur Vega affirmant que tu as refusé de coopérer à une évaluation psychiatrique, ce qu'ils interprètent comme une preuve de détérioration mentale. La manipulation était diabolique. Ils avaient transformé mon refus de me soumettre à un examen inutile en preuve de maladie mentale. Ils avaient utilisé mon instinct de me protéger contre eux, comme preuve que j'avais besoin de protection. Qui sont les 3 témoins? Carlos a consulté ses papiers. Diana, bien sûr, un voisin nommé Roré Herrera, et quelqu'un qui prétendait être ton pharmacien, Eduardo Ruiz. Roré Herrera était le voisin d'en face, un homme désagréable qui avait toujours eu des problèmes avec moi parce que mes amis se garaient parfois devant chez lui. Eduardo Ruiz était bien mon pharmacien, mais je ne comprenais pas ce qu'il avait pu dire contre moi. Il faut que je parle à Eduardo, ai-je dit à Carlos. Quelque chose clochait. Nous sommes allés à la pharmacie ensemble l'après-midi même. Eduardo m'a accueilli avec surprise et nervosité. Doña Dulce, ravi de vous voir. Comment allez-vous, Eduardo? On m'a dit que vous aviez signé une déclaration attestant que j'avais un comportement erratique avec mes médicaments. Son visage est devenu rouge comme une tomate. Doña Dulce, votre belle-fille est venue me voir il y a quelques semaines pour me demander des nouvelles de vos médicaments. Elle m'a dit qu'elle s'inquiétait de votre comportement étrange. Et qu'avez-vous dit? Je lui ai expliqué que vous n'achetiez que des vitamines et de l'aspirine de temps en temps, que vous n'aviez pas d'ordonnance régulière, mais elle a insisté sur le fait que c'était la preuve que vous ne preniez pas soin de votre santé correctement. Carlos est intervenu. Eduardo, vous avez signé des papiers. Elle a apporté un document attestant que je confirmais que Sonora Dulce avait des habitudes d'achat de médicaments irrégulières.
Je pensais que c'était pour une assurance maladie ou quelque chose comme ça. J'ignorais que c'était pour un procès. Mon propre pharmacien avait été piégé et avait signé un document qu'il ne comprenait pas parfaitement. La manipulation de Diana était sans limite. Eduardo, lui ai-je dit, j'ai besoin que tu écrives une déclaration expliquant exactement ce qui s'est passé et précisant que je n'ai aucun problème avec mes médicaments. Bien sûr, Doña Dulce, je suis désolée pour ce malentendu. Après la pharmacie, nous sommes allés affronter Roré Herrera. Lorsque nous avons frappé à sa porte, il nous a accueillis avec une hostilité évidente. « Que voulez-vous, monsieur Herrera » lui a dit Carlos. « J'ai cru comprendre que vous aviez signé une déclaration concernant le comportement de ma cliente. Et si c'était le cas, cette femme est folle. Elle se comporte bizarrement depuis des semaines. Pourriez-vous être plus précis sur les comportements que vous avez observés ? Installer des caméras comme si elle vivait en zone de guerre, recevoir des visites d'inconnus à toute heure. Crier dans la rue avec sa famille. » J'ai réalisé que Roré avait tout interprété hors contexte. J'ai installé les caméras pour me protéger. Les inconnus étaient mes nouveaux amis. Les cris, c'était quand je défendais ma maison contre les invasions de Martin et Diana. « Monsieur Herrera, ai-je demandé, savez-vous pourquoi j'ai installé ces caméras ? Non, et cela ne m'intéresse pas. Pour me protéger de mon fils et de ma belle-fille, qui sont entrés chez moi sans permission et m'ont menacé. C'est ce qu'une folle dirait, a-t-il répondu cruellement. Impossible de le raisonner. Son témoignage reposait sur des observations superficielles interprétées avec malveillance. Ce soir-là, Carlos et moi avons discuté de notre défense. Dulce, nous avons besoin de notre propre expertise psychiatrique. J'ai une collègue, le docteur Elena Moral, experte en évaluation des capacités mentales. Elle peut confirmer officiellement que vous êtes parfaitement saine d'esprit. Et si Martin et Diana ont soudoyé le juge, et si rien de tout cela n'a d'importance, car ils ont déjà décidé de me déclarer incompétente. Dulce, le système judiciaire n'est pas parfait, mais il n'est pas non plus totalement corrompu. Nous avons des preuves solides de leur capacité mentale et de leur motivation financière. Nous allons lutter contre cela. Le lendemain, je suis allé voir le docteur Moral. C'était une femme dans une quinquagénaire au regard bienveillant mais perspicace. Sonora Dulce, je vais vous poser une série de questions et effectuer des tests pour évaluer vos capacités mentales. Prenez votre temps et répondez honnêtement. Pendant 2 heures, elle m'a interrogé sur ma mémoire, mes capacités de raisonnement, ma compréhension financière et ma santé émotionnelle. Elle m'a également fait passer des tests cognitifs et m'a demandé de résoudre des problèmes de mathématiques et de logique. Madame Dulce, m'a-t-elle dit à la fin, vos résultats sont bien supérieurs à la moyenne pour votre âge. Non seulement vous êtes mentalement compétente, mais vos fonctions cognitives sont excellentes. Docteur, pourquoi pensez-vous que ma famille agit ainsi ? D'après ce que vous m'avez dit et les documents que j'ai consultés, il semble s'agir d'un cas classique d'abus financier envers les personnes âgées. Malheureusement, c'est plus courant qu'on ne le pense. J'ai quitté la consultation avec un sentiment de validation, mais aussi de tristesse. La confirmation professionnelle de ma santé mentale a été un soulagement, mais elle a aussi confirmé que la bataille juridique était réelle et nécessaire. Cet après-midi-là, Renata a organisé une réunion d'urgence avec tous nos amis du groupe de jardinage. Quand je leur ai parlé du procès pour handicap, ils ont tous été indignés. Dulce, m'a dit Maria Elena, nous allons témoigner en ta faveur. Nous sommes avec toi depuis des semaines, et tout le monde voit que tu vas parfaitement bien. Mieux que bien, a ajouté Carmen. Tu es plus lucide et plus forte que beaucoup de femmes de 40 ans que je connais. Esperanza, avec sa sagesse octogénaire, m'a prise par la main. Ma douce, ma fille, ce que font tes enfants n'est pas nouveau. Depuis des générations, des enfants cupides tentent de déclarer leurs parents fous pour conserver leur argent. Mais tu as quelque chose que beaucoup de ces victimes n'ont pas, des papiers, un soutien juridique et des amis qui peuvent témoigner en ta faveur. Ces paroles m'ont redonné espoir. Je n'étais pas seule dans ce combat. J'avais une armée de femmes fortes qui avaient vu ma transformation de leurs propres yeux. Sais-tu le plus triste dans tout ça ? Je leur ai dit que Martin et Diana sont prêts à détruire toute chance de réconciliation future pour de l'argent. Même si j'étais prête à pardonner tout ce qui s'est passé avant, il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est peut-être mieux ainsi, répondit Cynthia. Au moins, maintenant, tu sais exactement qui ils sont et tu peux agir en conséquence. Cette nuit-là, pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai pleuré sincèrement, non pas de tristesse, mais de chagrin. Je disais adieu pour de bons aux fils que je croyais avoir, au rêve d'une famille aimante, à l'illusion que l'amour inconditionnel était réciproque, mais il provoquait aussi quelque chose de nouveau en moi. Une détermination inébranlable à ne pas les laisser voler non seulement mon argent, mais aussi ma dignité et ma liberté.
La guerre avait officiellement commencé, mais j'étais prête à me battre. Le jour du jugement dernier arriva 3 semaines plus tard. Je me suis réveillée tôt, vêtue de mon plus beau costume noir, et je me suis regardée dans le miroir avec une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Aujourd'hui, ce n'était pas seulement mes capacités mentales qui allaient être jugées. C'était ma dignité d'être humain qui allait être jugée, mon droit de vivre à l'abri des abus, ma valeur au-delà de mon compte en banque. Carlos arriva à 7 heures du matin pour discuter de notre première stratégie. La dernière fois. Dulce, souviens-toi, la charge de la preuve leur incombe. Ils doivent prouver que tu es incompétente. Nous devons simplement prouver que tu ne le es pas. Et si le juge était déjà partial à mon égard? Le juge Harrison a une réputation d'impartialité. J'ai étudié ses précédents dossiers, et il ne favorise pas automatiquement les familles. Il se soucie de la protection des droits des personnes âgées. Nous sommes arrivés au tribunal à 9 heures. Dans le couloir, j'ai vu Martin portant un costume neuf qu'il avait probablement acheté pour l'occasion et Diana vêtue de noir comme si elle était à un enterrement. Peut-être l'était-elle, l'enterrement de notre lien familial. Lorsque nos regards se sont croisés, Martin a évité mon regard, mais Diana a soutenu mon regard avec une froideur qui m'a confirmé que pour elle, il ne s'agissait que de questions d'affaires. Leur avocat était un homme d'âge mûr et élégant, avec cette assurance que l'on acquiert en remportant des affaires similaires. Lorsqu'il a commencé sa plaidoirie, sa stratégie était claire, me dépeindre comme une vieille femme désemparée, manipulée par des inconnus pour m'éloigner de ma famille aimante. Votre mon honneur, dit-il d'une voix solennelle. Madame Dulce Martinez a montré une détérioration mentale évidente ces derniers mois. Elle a coupé tout soutien financier à sa famille sans aucune explication rationnelle. Paranoïa, elle a installé des systèmes de sécurité inutiles et s'est isolée de ses proches sous l'influence de voisins et d'avocats qui profitent clairement de sa vulnérabilité. Chaque mot avait été soigneusement choisi pour que mon autonomisation passe pour de la folie, que ma liberté ressemble à une manipulation extérieure. Puis ils ont appelé leurs témoins. Diana a été la première à témoigner, et sa performance était digne d'un Oscar. Elle a pleuré en décrivant comment j'avais complètement changé, comment j'étais devenue hostile et paranoïaque, comment je m'étais isolée de la famille qui m'aimait. Monsieur le juge, dit-elle d'une voix brisée, ma douce, vous avez toujours été comme une seconde mère pour moi. Voir votre détérioration mentale a été dévastateur. Nous voulons juste vous aider à obtenir les soins dont vous avez besoin. Des mensonges enveloppés de larmes convaincantes. Lorsque Carlos l'a interrogé, les failles de son récit ont commencé à apparaître. Madame Diana, pouvez-vous dire au tribunal quand vous avez appelé ma cliente pour la dernière fois, autrement que pour lui demander de l'argent? Balbutia Diana. Eh bien, nous avons toujours parlé de beaucoup de choses. Pouvez-vous donner une date précise? Je ne me souviens pas des dates exactes, mais il est vrai que vous et votre mari vous êtes mariés sans inviter ma cliente. C'était une cérémonie très intime. Il est vrai que lorsque ma cliente a posé des questions sur le mariage, vous lui avez dit que seules des personnes spéciales avaient été invitées. Diana est devenue rouge. Ces mots ont été sortis de leur contexte. Quel serait le contexte approprié pour dire à votre belle-mère qu'elle n'était pas une personne spéciale? Elle n'a pas pu répondre de manière convaincante. Martin était le suivant. Le voir à la barre, jurer de dire la vérité tout en s'apprêtant à mentir sur ma santé mentale a été l'un des moments les plus douloureux de ma vie. C'était l'enfant que j'avais élevé seul, à qui j'avais consacré toute ma vie. Ma mère a toujours été très généreuse avec nous, a-t-elle témoigné, mais ces derniers temps, elle est devenue imprévisible et irrationnelle. Nous pensons qu'elle est manipulée par des personnes qui profitent d'elle. Lorsque Carlos l'a interrogé, le masque est tombé. Monsieur Martin, combien d'argent avez-vous reçu de votre mère ces 3 dernières années? Je ne connais pas le montant exact. 000 vous semble à peu près juste. Peut-être était-elle toujours généreuse, et combien de fois a-t-elle rendu visite à sa mère sans demander d'argent? Le silence était assourdissant. Il est vrai que vous et votre femme êtes entrés au domicile de ma cliente sans autorisation et avez consulté ses documents privés. Nous étions inquiets pour elle. Il est vrai que vous avez fait appel à un avocat pour la contraindre à signer une procuration. Nous voulions l'aider à gérer ses finances. À 35 ans, avez-vous besoin de l'aide de votre mère de 69 ans pour payer votre loyer? Martin n'a pas pu répondre avec dignité. Roré Herrera a témoigné de mon comportement erratique présumé, mais lorsque Carlos l'a interrogé sur les détails, il a admis ne m'avoir jamais parlé directement et que toutes ces informations reposaient sur des observations superficielles. Le docteur Vega a témoigné que mon refus de me soumettre à une évaluation était la preuve d'un déclin mental, mais Carlos a présenté des documents de notre évaluation avec le docteur Moral, qui contredisaient totalement ses conclusions. Puis ce fut notre tour. Carlos a d'abord appelé Eduardo,
Moi, un pharmacien m'a expliqué comment il avait été piégé et avait signé une déclaration déformant mes habitudes d'achat de médicaments. Le docteur Moral a témoigné de mon excellent état mental, présentant les résultats impeccables de tests cognitifs. Don Carlos, de la banque, a attesté de ma compétence financière, expliquant que mes décisions d'annuler les virements automatiques avaient été parfaitement rationnelles et traitées correctement. Renata et mes amis du groupe de jardinage ont témoigné de ma lucidité, de ma vitalité retrouvée et de ma capacité à entretenir des relations sociales saines. Finalement, ce fut mon tour de témoigner. Je me suis levé avec dignité et me suis dirigé vers la barre, ressentant le poids de 69 ans d'expérience, de la sagesse acquise dans la douleur, de la force découverte dans l'adversité. Carlos m'a guidé tout au long de mon témoignage, me permettant de raconter toute mon histoire. Les $3000 dépensés en 3 ans, l'humiliation d'être exclu du mariage, la manipulation émotionnelle constante, l'atteinte à ma vie privée, les menaces juridiques. Douce dame. Carlos m'a finalement demandé pourquoi j'avais décidé de couper les vivres à son fils et à sa belle-fille. Parce que j'ai enfin compris ce que je recevais. De leur part, ce n'était pas de l'amour, répondis-je d'une voix claire et forte. C'était une transaction commerciale déguisée en relation familiale. Mon argent était le bienvenu, mais pas moi, en tant que personne. Il regrette sa décision. Je regrette seulement d'avoir mis autant de temps à la prendre. L'avocat de Martin a tenté de me faire paraître confus lors de son contre-interrogatoire, mais j'ai répondu à chacune de ses questions avec clarté et précision. Lorsqu'il a tenté de suggérer que mes nouvelles amitiés m'avaient manipulé, j'ai expliqué que, pour la première fois depuis des années, je vivais des relations fondées sur le respect mutuel, et non sur l'intérêt personnel financier. Dans ses plaidoiries, l'avocat de Martin a continué d'insister sur le fait que j'étais victime de manipulations extérieures. La réponse de Carlos a été dévastatrice. Votre honneur, nous n'avons pas affaire ici à une femme âgée incompétente, mais à une femme qui a enfin trouvé la force de se libérer d'années de maltraitance financière et émotionnelle. Les plaignants n'ont présenté aucune preuve médicale réelle d'incapacité mentale. Ils ont présenté de la frustration, car sa source de revenus a décidé d'exercer son droit légal et moral de protéger ses propres ressources. Le juge Harrison s'est retiré pour délibérer pendant 2 heures qui ont semblé durer 2 ans. À son retour, son expression était sérieuse mais claire. Après avoir examiné toutes les preuves présentées, il commença. Il est évident pour ce tribunal que Madame Dulce Martinez est saine d'esprit. Les évaluations psychiatriques professionnelles confirment ses capacités cognitives. Ses décisions financières, bien que douloureuses pour sa famille, sont parfaitement rationnelles et conformes à ses droits. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. De plus, poursuit le juge, les preuves suggèrent que cette action en justice est motivée par des intérêts financiers plutôt que par une réelle préoccupation pour le bien-être de Madame Martinez. Le tribunal rejette catégoriquement la demande de tutelle. J'avais gagné. J'avais gagné non seulement la bataille juridique, mais aussi ma liberté, ma dignité, mon droit de vivre sans être maltraité par ceux qui étaient censés m'aimer. En quittant le palais de justice, j'ai vu Martin et Diana discuter avec fureur avec leur avocat. Diana m'a lancé un regard de pure haine avant de s'éloigner. Martin m'a regardé une fois de plus, et pendant une seconde, j'ai perçu quelque chose qui aurait pu être du regret, mais il était trop tard. Ce soir-là, Renata a organisé une fête chez moi avec tous nos amis. Nous avons trinqué à la justice, à la liberté, à la solidarité des femmes fortes qui se soutiennent. Dulce, m'a dit Esperanza, aujourd'hui, tu n'as pas seulement gagné un procès, tu as reconquis ta vie. Elle avait raison. Pour la première fois depuis des années, l'avenir m'appartenait entièrement. Je pouvais voyager, aimer, créer, vivre sans peur, sans culpabilité, sans manipulation. 3 mois plus tard, j'ai vendu ma maison et emménagé dans un bel appartement près du centre-ville. J'ai donné la moitié de mon argent à des associations qui protègent les personnes âgées contre les violences familiales. Avec l'autre moitié, j'ai commencé à vivre la vie dont j'avais toujours rêvé. J'ai voyagé en Europe, suivi des cours d'art et rejoint des groupes de bénévoles. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de Martin et Diana. J'ai appris par d'autres qu'ils avaient dû déménager dans un appartement plus petit et que Diana avait trouvé un emploi pour la première fois depuis des années. Peut-être que l'adversité leur apprendrait ce que ma générosité n'a jamais pu leur apprendre, la valeur du travail honnête et de l'indépendance. Certains soirs, quand je regarde les étoiles depuis mon nouveau balcon, je repense à la femme que j'étais il y a 1 an, craintive, manipulée, persuadée de devoir acheter l'amour. Cette femme est morte, et à sa place est né quelqu'un qui a compris une vérité fondamentale. Le véritable amour n'a jamais de prix, et la liberté n'est jamais trop chère. Je m'appelle Dulce, j'ai 70 ans et j'ai enfin compris que la personne la plus importante que je dois aimer et protéger,